Élève du grand mathématicien Weierstrass, Edmond Husserl va s'intéresser à la philosophie des sciences à partir de la question des objets mathématiques. Il cherche une méthode rigoureuse qui lui permettra de refonder toutes les sciences et d'apporter aux sciences objectives une base philosophique. Il fonde le concept de phénoménologie à partir du mot « phénoména » qui signifie ce qui apparaît, ce qui se montre à la conscience. La phénoménologie utilise la mise entre parenthèses de ce que nous croyons déjà savoir. La phénoménologie, pour moi, ce n'est pas véritablement ni une doctrine, ni une discipline au sens traditionnel du terme, c'est pratiquement une attitude, une manière d'être. Une manière d'être qui consiste à suspendre le jugement. Cette attitude, si vous voulez, elle a eu probablement son ancêtre chez Descartes. Dans les deux premières méditations métaphysiques de Descartes, vous trouvez l'attitude du doute hyperbolique. Je doute de tout. Vous savez qu'il distingue Descartes entre ces deux substances, la substance corporelle, qui elle est faite de matérialité, elle est pesante, elle est lourde, elle est née, elle va se détruire, et la substance pensante, qui elle est d'une toute autre manière. Et la substance pensante, l'esprit, ne fait que penser, et pense tout le temps. À toutes les époques et dans toutes les cultures, il s'est trouvé des sages et des philosophes pour se demander ce qu'est la conscience. Mais sous nos latitudes, ce terme est relativement récent. On commence à parler vraiment de conscience comme d'une notion complexe, comme d'un concept, peut-être dès Descartes, effectivement, dès la modernité, le XVIIe siècle, même si Descartes, à proprement parler, n'a pas utilisé le mot conscience comme un concept. La notion de conscience va apparaître parmi les cartésiens, au XVIIe siècle, un auteur, je crois qu'il est anglais et pas irlandais, Locke, qui a dans son traité, c'est un cartésien et en même temps critique, un empiriste, un rationaliste, qui va définir la conscience comme une façon pour l'homme ou pour le sujet de percevoir ce qui se passe dans son propre esprit. Et là, on a ouvert la porte, on pourrait dire, à toutes les réflexions modernes sur la conscience, à partir de Locke, vraiment. Un débat va s'ouvrir, et ce débat, il me semble qu'il a été abordé par deux grands champs philosophiques, c'est celui des idéalistes allemands et celui de la phénoménologie. Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie, a été le premier à mettre en forme ce regard que nous, occidentaux, posons sur la réalité environnante. Et il a voulu de faire de la phénoménologie une science qui serait à la base de toutes les sciences. Edmund Husserl qui a inventé la discipline qu'on appelle phénoménologie, même si la phénoménologie, on en parlait avant, par exemple avec Hegel, la phénoménologie de l'esprit, mais ça n'était pas vraiment une discipline. Donc la pensée du phénomène n'est pas inventée par Husserl, mais la phénoménologie, comme discipline, comme mode de pensée, avec ses critères, sa méthodologie, son attitude envers le monde, est propre à Husserl, qui a créé les écoles qu'on connaît, avec Heidegger, un des disciples, avec l'école française, Lévinas, Merleau-Ponty, Sartre et quelques autres. La notion de phénomène est particulièrement intéressante. Il y a une réalité unique qui nous entoure, mais chaque être humain perçoit cette même réalité à partir d'un point de vue. On le voit par exemple avec un accident de la route. Il y a 10 témoins, c'est le même accident, mais chacun voit depuis son point de vue sa propre réalité. Si bien que chacun ne perçoit pas un fait, mais perçoit quelque chose qui est une manière personnelle d'appréhender ce fait. Et cette manière personnelle d'appréhender ce fait, c'est ce qu'on appelle un phénomène. Là aussi, la conscience est une question abyssale, mais l'œuvre de Husserl aussi. Il a abordé tous les sujets imaginables, il a des dizaines et des dizaines d'ouvrages, certains ne sont toujours pas édités même en allemand, donc on est encore devant une montagne. Mais on a l'essentiel de son œuvre, et très tôt, il a commencé à penser ce phénomène
de conscience en disant que la conscience est toujours consciente de quelque chose. Il a dit qu'effectivement, l'ultime évidence, c'était l'évidence de l'expérience vécue. À partir de là, on doit tout pouvoir reconstruire, mais, et de façon méthodique, mais avec toujours ce coefficient de suspension initiale. On doit pouvoir reconstruire les croyances du monde quotidien, la croyance dans les choses qui nous entourent, dans les autres êtres, dans nos vis-à-vis, etc. On doit pouvoir reconstruire les vérités scientifiques, on doit pouvoir reconstruire les lois de la nature et ainsi de suite. Voilà ce que c'est que la phénoménologie. C'est une attention exquise à l'expérience, une fois que le geste de la suspension du jugement, qu'on appelle en grec l'époké, nous a reconduit justement à cette expérience. L'époké, c'est la réduction phénoménologique. C'est un terme qui vient du grec et qui signifie plus ou moins mettre entre parenthèses, mettre de côté ses certitudes. Il est important pour un être humain, que ce soit un scientifique, que ce soit un psychologue ou un médecin, d'avoir cette capacité de mettre temporairement entre parenthèses ses jugements, ses certitudes, ses croyances, pour revenir aux choses elles-mêmes comme si c'était la première fois, revenir à son patient lui-même ou à son client lui-même comme si c'était la première fois, en mettant temporairement de côté tous ses a priori, tous ses préjugés, pour s'ouvrir sur quelque chose que peut-être il n'avait pas perçu l'instant d'avant et découvrir une nouvelle réalité qui peut lui apparaître grâce à cette suspension temporaire de son jugement. Ça, c'est assez intéressant parce que la phénoménologie comme discipline est restée une des disciplines les plus importantes du XXe siècle, mais chaque fois qu'il y a eu de nouvelles écoles, appelons-les comme ça, ou de nouveaux penseurs phénoménologues, souvent ces penseurs, ils ont redéfini la phénoménologie, ils ont enrichi la phénoménologie par autre chose que la répétition fidèle au maître ou comme ça. Heidegger, qui est un phénoménologue allemand, a repris les travaux de Husserl pour mettre en évidence à quel point l'être humain déploie sa temporalité d'être à travers les différents moments de sa vie. Heidegger a voulu délibérément rompre avec des concepts comme celui de conscience. Il a trouvé d'autres termes. Alors on pourra dire c'est des nuances, c'est des révisions, mais qui ne changent pas vraiment le fond du problème. Enfin, on l'a fait, on peut discuter toutes ces révisions, mais pour Heidegger, c'était important de dire, moi je quitte ce registre de la conscience, je vais ailleurs. Il a plutôt cherché à penser ce qu'il a appelé un certain existentialisme, très vite. Il a voulu substituer au concept de sujet ou de conscience celui de Dasein, c'était le mot qu'il utilise, le Dasein, qu'on traduit par difficile, un être là, un être existentiel, qui implique beaucoup plus le sujet dans son rapport au monde que celui de Husserl. Heidegger, il veut revenir à la grande et vieille métaphysique, celle d'Aristote et des médiévaux, et il veut quitter le psychologisme de la modernité, dont Husserl serait le dernier héritier, après Descartes et Kant. Des auteurs comme Sartre ont repris la question de la conscience. La conscience, elle disparaît là, même si elle est là, elle existe. Alors lui, Sartre ne veut pas éliminer la conscience, mais il veut plutôt déplacer cette fois-ci la conscience du côté de la conscience de soi, c'est-à-dire de l'ego. Et il y a aussi Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui, lui, vient, je crois, un peu après Sartre, même ils se sont connus. Merleau-Ponty a une pensée très riche, qui aujourd'hui a un certain succès auprès de philosophes, mais pas seulement. Je crois aussi auprès du monde de l'art, de l'esthétique. C'est qu'il a lié
plus intimement encore, parce que Husserl l'avait fait, la conscience est la question du corps, ou du corps de chair. La conscience émerge de la chair. Il y a une émergence charnelle de la conscience qui fait qu'on ne quitte jamais complètement la chair. L'esprit, la conscience ne peuvent pas se penser sans un lieu d'émergence, un lieu, voire un lieu d'origine, qui serait le corps, ou plus encore le corps sensible. Donc la chair est un lieu spirituel, mais au sens de l'esprit intentionnel l'habite, spirituel en ce sens. Nous avons des phénoménologues tels que Emmanuel Levinas qui met en avant la dimension de l'autre. L'être humain est fermé sur lui-même et ne peut s'ouvrir au monde qu'à partir d'une différence. Et il nous faut un autre être pour faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et la multiplicité des êtres éveille la multiplicité des possibilités qui se trouvent en nous. Levinas, lui, il va axer, orienter, étayer toute son œuvre sur cette question de la présence de l'autre, autrui. Qu'est-ce que c'est, autrui? Et il va développer l'éthique à partir de là. Il va dire la phénoménologie doit devenir une éthique, c'est-à-dire un rapport à l'autre. L'autre doit être avant les choses. Donc on aura entre Sartre, Merleau-Ponty et Levinas, qui tous reprennent à leur manière et de façon presque contemporaine la pensée de Husserl, des nouvelles directions qui s'ouvrent. Une c'est sur l'ego, l'autre c'est sur la chair, et le troisième plutôt sur la question d'autrui. Et enfin Michel Henry, qui a été un de mes inspirateurs pour l'hypnopraxie, met en évidence, lui, la dimension de l'affectivité et de la sensibilité, c'est-à-dire l'état d'âme par-delà l'état de conscience. À quoi peut servir la phénoménologie dans le domaine de la santé mentale? Mais au fait, comment définir la ligne de démarcation entre santé et pathologie mentale? Un être humain qui a ces structures qui se disjoignent perd son équilibre. Et quand notre capacité de sentir s'éloigne de notre capacité de penser, on se dissocie. Lorsque notre capacité de se projeter dans l'avenir se coupe de notre capacité de retourner dans le passé, c'est comme si l'existence n'existait qu'en tranches, alors qu'elle est une unité. L'objectif de la bonne santé pour un être humain, c'est de retrouver la cohésion de sa conscience, retrouver la capacité d'unir ce qu'il sent et ce qu'il pense, ce qu'il était et ce qu'il espère devenir, et de retrouver une intégration de sa nature consciente. Pratiquant l'hypnose depuis plus de 30 ans, Guy Chédot est médecin et psychothérapeute. Il a fondé l'hypnopraxie, une méthode hypnotique caractérisée par une transe affective et émotionnelle. La transe, c'est un état d'intériorisation qui peut être calme, c'est la méditation, ou active. On a par exemple le vaudou, les danses africaines, et les exorcismes et toutes sortes de choses de ce genre. Donc la transe, c'est essentiellement une reconnexion à son intériorité. En hypnose, on a parlé d'état modifié de conscience. Donc modifier la conscience dans une étape intérieure pour aller évoquer, évaluer un certain nombre de choses. Pour l'hypnopraxie, la transe est affective parce que le sentiment humain est constant. On ne peut pas ne pas éprouver. Chaque instant est un instant pour sentir, éprouver, être affecté au plus profond de soi-même par quelque chose. L'hypnose est une méthode thérapeutique utilisée dans des domaines aussi variés que la psychothérapie, le traitement des douleurs, l'anesthésie. Elle est caractérisée par un état modifié de conscience ou d'affect qui n'est ni un état de veille complet, ni un état de sommeil. Au fil du temps, l'hypnose traditionnelle de Charcot et de Freud a évolué en hypnose ericksonienne, puis en hypnopraxie. L'hypnose traditionnelle, le sujet est relativement passif
Il reçoit des suggestions et va s'en imprégner pour se les approprier comme les siennes propres. Dans l'hypnose ericksonienne, le patient est actif, c'est-à-dire que la manière de parler va le mobiliser. Si l'on dit par exemple à un patient « Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire de ce problème », durant une transe, il va devoir chercher des solutions et faire appel à des ressources à caractère notamment psychologique. Dans l'hypnopraxie, le patient est affectif. On s'adresse aux sentiments humains, à ce qui l'habite au plus profond de lui-même. Le sentiment, c'est le vrai pouvoir de la nature humaine. Ce qui rend proche ou lointain, c'est le sentiment humain. C'est celui qui oriente notre attention vers la vie. C'est celui qui élabore notre rapport au monde et aux autres. Pour moi, la thérapie se joue dans le sentiment humain et l'hypnopraxie va chercher à aider le client ou le patient à se mettre en contact avec son affect. L'hypnopraxie, telle que je la vois, c'est cet équilibre qui va se construire entre âme et conscience. La conscience, c'est la partie la plus vigile de l'être humain. L'âme, c'est la partie la plus sensible. C'est-à-dire, c'est la partie qui habite charnellement chacun des tissus et des cellules de notre corps. Et c'est celle qui donne à penser. L'âme, c'est le moteur de notre perception de la réalité. C'est le moteur aussi de nos conceptions. Et il me semble important d'introduire dans la thérapie la dimension de l'affectivité et de la sensibilité. Un soignant qui se coupe de sa sensibilité, qui se coupe de l'affectivité de son patient, va risquer de tomber dans une technicité un peu déshumanisante et peut-être perdre de vue la globalité de son patient. Il y a une sorte de parallèle que nous pourrions faire entre hypnopraxie, phénoménologie et bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a les 4 nobles vérités de Bouddha qui nous font nous questionner sur notre nature humaine. La première noble vérité, c'était la souffrance. La souffrance existe, un être humain est amené à souffrir. La deuxième notre noble vérité, c'est il y a des causes à cette souffrance. Et l'important, c'est de faire ce chemin qui nous amène de la souffrance elle-même à en rechercher des soubassements. Au-delà de ces soubassements, il y a cette perception que nous avons de la réalité, c'est-à-dire ce qui compte, c'est pas ce qui nous fait souffrir, mais ce que j'appelle la praxie dans l'hypnopraxie, qui est notre manière personnelle d'appréhender un événement, une situation, une personne. Et cette manière personnelle d'appréhender une personne ou la réalité peut nous faire souffrir dans la mesure où c'est une appréhension, on pourrait dire négative, du lien à la situation, du lien humain. Et le chemin qui mène à la libération de cette souffrance, c'est de travailler sur notre appréhension des choses et pas sur les circonstances. Nous avons trop tendance à attribuer un mal à une circonstance sans se préoccuper de comment nous appréhendons les circonstances. Alexandre Jolien, quelqu'un qui a particulièrement souffert, nous dit « Dans la souffrance, ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire ».